Ok, bon, c'est bon. La zapette, c'est celle là-bas? Ouais. Mais si je mets sur on, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Parfait. Je sais pas s'il faut commencer ou pas tout de suite. La cloche a sonné? Bah, commençons alors. J'ai l'impression que vous êtes plutôt sur une énergie de sieste, je me trompe? Non, ça va? Comme vous êtes en train de me contredire en disant non, ça va, je vais vous laisser ceux qui ont plein d'énergie vous lever. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Alors, c'est bon, vous pouvez vous rasseoir, je suis quand même pas totalement un tyran. Donc, bienvenue ici. Alors, pour information, je donne cette session qui devait avoir lieu à 17h, donc je la donne maintenant. C'est pour ça qu'il y a eu des changements dans le programme. Alors, je ne vous explique pas la nuit de 3 heures, les urgences et tout ça. Voilà, ça a été rocambolesque. Donc, bienvenue dans cette session où je vais vous présenter la boîte à outils de Marmotte. Bien sûr, on parle des valeurs et moi, je vous parle des outils. Donc, qui je suis? Ben, je suis Marmotte ou Charline. Enfin, je ne sais jamais. Un coup, c'est Charline, un coup, c'est Marmotte. Vous m'appelez comme vous voulez. En tout cas, j'aime bien le chocolat, j'aime bien l'hiver et j'aime bien dormir. Je suis Scrum Master, coach agile, à mon compte et chez Apollo. Donc, c'est une ESN dans laquelle je suis très investie dans la communauté fonctionnelle. Voilà. Après, je m'ennuie jamais. Je fais toujours des milliards de trucs. D'ailleurs, si vous me voyez courir à droite, à gauche, tout le temps, c'est normal. En tout cas, je suis membre du Club Agile Rhône-Alpes depuis 7 ans. J'ai fait partie de l'organisation d'Agile Grenoble pendant 6 ans. Et aujourd'hui, j'adore non organiser Agile Games Alpes. Voilà, un moment où les gens se rencontrent pour parler jeux sérieux et jeux pas sérieux aussi. Jeu pas sérieux, Nico? Ouais, toi, jeu pas sérieux. Toi, pas sérieux. Alors, donc on est là pour voir la boîte à outils de Marmotte, sauf que j'ai un petit problème. Et alors là, toute ma mise en scène est capoute parce que la personne est aux urgences. Donc on m'a donné un petit papier pour ouvrir cette boîte à outils. Et vous allez devoir m'aider. Et je crois que c'est un petit plaisantin qui m'a écrit parce que c'est des références que je ne connais plus trop. Julien Lepers. Donc, question pour un champion, pour ceux et celles qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Donc, top, vous devez m'aider parce que je ne connais pas la réponse. Hein. Je suis une phrase essentielle dans le monde de l'agilité. Mon importance a été reconnue au début des années 2000 aux États-Unis. Si vous cherchez à prioriser l'écoute et la relation au cœur de vos projets, c'est moi qu'il faut choisir. Tu veux le dire? Allez, Rebecca, elle va le dire parce que... Les individus, les interactions, plus que les processus et les outils. Vous êtes d'accord? Oui? Est-ce qu'on peut voir si ça ouvre la boîte à outils ou pas? Allons-y. Bon. Ça marche pas?
Et là, c'est le drame. Alors normalement, ça marche. Là, j'ai appuyé sur play. Voilà, ma petite musique Zelda, je la voulais. Ouais, bravo tout le monde! Alors, les individus et les interactions... Bah voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas, parce que je l'ai mis 2 fois. Les individus et les interactions, plus que les processus et les outils, et comme je vous disais au début, moi là, je leur dis dans mon titre, c'est les outils. Et en plus, Agile Grenoble, c'est les valeurs de l'agilité cette année. Bon, pas ouf. J'ai fait une keynote la semaine dernière, j'ai présenté les valeurs, les retours aux bases, et là, je me retrouve à vous présenter des outils. Alors, ces outils, vous allez voir, c'est pas vraiment des Jira. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est chouette, on va voir Jira ». Non, on va pas voir Jira. C'est des outils qui vont nous aider à mieux interagir. Et c'est des serious games, des checklists, des choses comme ça. Et par contre, ce que je vous demande, c'est toujours avoir en tête que effectivement, les individus et les interactions sont primordiales. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une checklist ou un truc comme ça que ça nous empêche d'aller discuter avec les uns et les autres. Donc, je vais commencer par mieux connaître les individus, leurs interactions et leurs besoins. Ensuite, le sprint planning. Ensuite, 15 minutes pour changer la donne. Là, j'étais vraiment trop fière de mon titre, je ne sais pas pourquoi. Donc, le daily. Transformer les feedbacks pour la démo. Et la rétro. Et ensuite, comment on se pose les bonnes questions. J'ai une zapette, je ne l'utilise pas, bien sûr. Mieux connaître les individus, leurs interactions et leurs besoins. Pour moi, ça arrive avant une transformation agile, ou même, parlez même pas de transformation, ça arrive dans tous les jours dans l'entreprise. Comment on connaît mieux les gens, comment on renforce les liens. Et pour moi, j'ai des besoins de communication qui sont particuliers. Je ne sais pas si ça vous le fait. Un jour, un manager ou un collègue vous dit à 14h, tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît, quand il est poli. Et alors qu'il est 8h du matin. Et là, moi, dans ma tête, je vrille. Dans ma tête, je fais tous les films. Ma société de service, ils vont tous nous virer, on va aller à Lyon. Moi, je vais être virée. J'ai fait une connerie, j'ai fait machin. Et en fait, c'est des petites tensions tous les jours de communication qui peuvent altérer, on va dire, les interactions avec les uns et les autres. Du coup, j'ai fait un petit outil pour éviter ça. Et vraiment, ça peut être utilisé en tant que manager avec son manager ou même au sein de l'équipe, partager ça. C'est inspiré du management 3.0 pour celles et ceux qui connaissent. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ça parce qu'il y a des outils qui sont vraiment très intéressants. Et en fait, j'ai fait une petite fiche qui est ce que je dois savoir quand je travaille avec quelqu'un. Donc, généralement, on ne connaît pas forcément bien la personne. Le rôle, le métier, généralement, c'est connu, si on a de la chance, parce que des fois, on ne sait même pas nous-mêmes quel rôle on a. Le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui, donc généralement au sein d'une équipe, toujours pareil, les gens connaissent. Mais quand on creuse un peu, en fait, on s'aperçoit qu'au sein de l'équipe, on a plus de compétences que prévu. Donc c'est la troisième question, les sujets sur lesquels je peux donner mon expertise. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la comédie musicale que vous allez voir jeudi. En fait, on a tous des expertises différentes. On a des gens qui ont fait de la scène, on a des gens qui ont fait du chant. Et en fait, on peut mettre à contribution ces expertises sans pour autant aller faire intervenir un expert. Donc ça permet de mettre en valeur ça. Ensuite, on a les canaux de communication. Pour moi, c'est très important. Par exemple, si vous m'envoyez un mail, vous avez très peu de chances que je réponde rapidement, parce que déjà, je ne traite pas mes mails tout le temps. Je les traite le matin à 8h et le soir avant de partir. Et j'aime pas trop le mail. Pour moi, il n'y a pas assez de spontanéité, etc. Et je vais avoir plus de réactivité quand ce sera sur WhatsApp, sur Teams, etc. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Répondre par mail, c'est plus confortable. Ça ne veut pas dire, quand on fait cette fiche, qu'on oblige les gens à communiquer de cette manière, mais au moins, on connaît les préférences des uns et des autres, et ça nous permet de s'adapter dans les moments où on peut s'adapter.
Ce qui est important de savoir lorsque vous communiquez avec moi, bah, par exemple, moi c'est ce que je dis, si vous ne me dites pas le sujet sur lequel vous allez communiquer, bah, y a moyen que je me fasse un film mais de la mort qui tue, quoi. Le stress, en me disant mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, etc. Alors que je n'ai pas fait de conneries généralement. En tout cas, ça fait longtemps, au moins 20 ans qu'on ne m'a pas engueulé pour une bêtise. Le meilleur moment pour me contacter, bon ça, si vous avez des créneaux, si vous êtes libéré des créneaux, etc., vous pouvez le mettre là-dedans. Ensuite, on va un peu plus loin dans le management. Ben, qu'est-ce qui me démotive ? Aujourd'hui, moi, par exemple, j'aime bien prendre des initiatives, etc. Quand on me dit non à toutes mes initiatives, vraiment toutes, hein, des fois elles sont farfelues, on me dit non, je comprends. Mais quand on me dit non à toutes mes initiatives, ben, je vais vraiment perdre en motivation, etc. Et bien sûr, le manque de reconnaissance. À l'inverse, ce qui me motive à aller au travail. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est voir des collègues sourire, voir des collègues contents, accomplir des belles choses ensemble. Voilà. Donc tout ça, en fait... ensuite, il y a ce que j'attends de mon manager. Ça, c'est vraiment manager, mais c'est vrai qu'on manage tous et toutes de manière très différente. Et en fait, moi, je me suis aperçue qu'on attendait des choses différentes. Moi, j'attends beaucoup de compréhension et aussi de compréhension de ce que je fais de mon travail. Voilà, ça c'est un exemple. Je vais me prendre comme exemple à chaque fois, mais vous pouvez faire l'exercice avec vous en disant, ben moi, qu'est-ce que j'attends en fait d'un manager, etc. Voilà. Donc après, des petits trucs sympas sur quelle est ma phrase préférée, les sujets que j'aime aborder en privé. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de remplir tout, mais ça peut permettre de dire, ah bah tiens, Rebecca, elle aime les betteraves. Moi aussi, j'adore ça. C'est ma grande passion. Et Rebecca aime les marmottes. Voilà, donc on s'est trouvé 2 points communs. Ça peut nous permettre, dans la pause café, de discuter ensemble, de tisser des liens et vraiment... oui, 2 marmottes qui mangent des betteraves. Donc de renforcer des liens dans une équipe. Et pour moi, c'est très important de renforcer ces liens. Et ensuite, tout à l'heure, je suis passée vite, mais les personnes avec qui je travaille, ça peut en fait vous permettre au sein d'une équipe, ah bah tiens, toi, tu vois souvent Alain, moi, je ne le vois pas souvent, comment on fait pour communiquer avec lui, etc. Donc c'est vraiment une sorte de cartographie de qui vous êtes, comment vous interagissez. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de respecter ça. C'est juste vous savez que la personne fonctionne comme ça, donc vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça peut aider aux interactions dans l'équipe. Il y en a quelques-uns sur cet outil qui ont fait vraiment ça en équipe entière. Le plus souvent, le cas d'utilisation, c'est un manager qui donne ça à son manager et vice-versa. Et il y a aussi le cas en équipe. Les gens ont affiché tout ce que je dois savoir quand je travaille avec, et ils ont fait leur mur d'équipe pour se souvenir comment communiquer avec les uns et les autres. Donc, mieux connaître pour développer l'empathie et la compréhension, ça c'est cet outil, il sert à ça. Mieux connaître pour tisser les liens dans les équipes et renforcer les liens. Mieux communiquer pour s'assurer que le message est bien reçu. Si vous envoyez un mail alors que la personne n'est pas très mail, vous avez plus de chances que le message ne soit pas reçu. Et enfin, mieux communiquer pour éviter les malentendus. Ça, c'est un peu un deuxième outil qui arrive aussi avant, on va dire, une transformation agile. Alors là, j'ai mis un petit pic. Nous allons mettre en place la méthode agile. On l'a vu avec Johnny, il n'y a pas la méthode agile. Il y a Scrum, il y a Kanban, il y a Safe, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas la méthode agile. Et donc là, c'est quelqu'un qui dit, dorénavant, vous allez faire du Scrum, vous allez mettre en place des sprints, des daily et plein d'autres trucs. Et ça va régler tous vos problèmes. Et là, les gens dans l'équipe, ils se disent... ouais, des sprints, je ne suis pas sûre que ça règle nos problèmes. On a pas mal de problèmes de communication, de transparence. Nous, c'est un peu ça qu'on a envie de régler. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait Agile Benefit Explorer, qui va permettre, en fait, de cartographier les besoins d'une équipe. Ces besoins, par exemple, ça peut être très différent d'un individu à l'autre, mais au final, au résultat, si vous avez sondé plusieurs équipes que vous allez transformer, en fait, vous allez peut-être vous apercevoir que la communication, c'est quelque chose sur lequel il va falloir mettre l'accent. Ça se trouve, ça va être la qualité logicielle, ça va être l'amélioration continue, l'augmentation des compétences, une meilleure transparence. Mais en tout cas, en faisant ça, en jouant à ces cartes, donc c'est sur le principe des Moving Motivators,
En jouant à ces cartes, vous allez pouvoir cartographier quels sont les vrais besoins des équipes et comment vous pouvez, en tant que Scrum Master, coach agile ou même tout simplement sponsor de la transformation, apporter une meilleure valeur, maximiser la valeur que vous allez apporter et surtout que les gens embrassent le changement et la transformation. Plutôt que d'imposer quelque chose dès le début qui n'est pas compris, là, ça permet vraiment ça. Donc, ce que je disais, mieux comprendre les besoins, meilleure adhésion de la transformation agile et apporter la vraie valeur. Derrière vraie valeur, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, je me suis dit, j'arrive pas à mettre une idée derrière qui est courte, mais derrière vraie valeur, c'est vraiment qui va apporter quelque chose à l'équipe. Après, on va passer au sprint planning. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà connu cette situation où vous avez un Excel, un Jira ou, je ne sais pas, un outil obscur dans lesquels vous avez 3 P0, 4 P1, 2 P2. Et arrivé au moment de décider, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait les 3 P0? Elles sont toutes les 3 essentielles? Ou est-ce qu'on fait une P0? Ou est-ce qu'on fait une P1? Parce qu'après, il y a quelqu'un qui va dire, mais sur quels critères, etc. Et donc, du coup, et ça, c'est pas un outil marmotte que je vais vous présenter, mais je le trouve super puissant et il revient aussi sur les interactions, c'est la vision 2020. La vision 2020, c'est que vous avez votre item, vous avez toute une assemblée qui représente vos parties prenantes, les partenaires, les développeurs, etc. Et vous discutez, est-ce que cet item est plus important, enfin plus prioritaire ou moins prioritaire que celui qui est là. Et comme ça, vous classez votre backlog, en fait. Et pour moi, c'est intéressant de classer comme ça, puisque on n'a pas plusieurs P0. C'est vraiment classé dans l'ordre. C'est vraiment classé dans l'ordre. Et en plus, vous avez fait l'effort de réunir tout le monde pour en discuter. Donc là où, par exemple, la cybersécurité, elle est bien gentille, en plus, elle a l'air super pénible, etc. Là où on chantait un peu la cybersécurité, la personne de la cybersécurité, par exemple, autour de la table, va dire « Mais attendez, là, s'il y a une faille, demain, le coup de pub, c'est niette, et vous allez vraiment perdre en vente de votre produit, etc. etc. » Donc ça permet aussi d'argumenter, et c'est là pour moi où on revient aussi aux individus et aux interactions pour décider de la priorisation. Donc là, c'est ce que je vous disais. Ensuite, souvent aussi dans les équipes, j'ai eu du « Ah, mais ce ticket, il n'est pas clair. Ah, ce ticket, il n'est pas détaillé. » Et pourtant, on faisait quand même des sprint planning. Il n'y avait aucune discussion. Et là, je vais revenir à un outil que tout le monde connaît, le poker planning. Mais moi, ce n'est pas l'estimation qui m'intéresse à ce niveau-là. C'est juste qu'à partir du moment où il y a une discussion sur un item, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un vote, où on va mettre 5, où il y a un développeur qui va mettre 5, il y en a un autre qui va mettre 13, ça veut dire qu'il y a des avis différents. Et à ce moment-là, pour moi, le rôle dans un sprint planning, c'est de discuter pourquoi il y a cette différence. Et la discussion est super importante. Ça va permettre de clarifier la discussion, de clarifier ce fameux ticket pas clair et de communiquer, encore une fois, d'interagir pour clarifier. Parce que le PO, je pense que des fois, alors ça se peut qu'ils ne fassent pas de son mieux, mais tous les PO que j'ai connus essayent de faire leur mieux pour comprendre le besoin, rédiger certains tickets, etc. Mais parfois, c'est difficile. Parce qu'il ne peut pas totalement se projeter dans la peau des développeurs, dans la peau du Scrum Master, etc. Donc à ce moment-là, on discute, on clarifie le besoin. S'il y a besoin de clarifier ensuite avec un client, avec un utilisateur, on le fait. Mais pour moi, le fait de poser un chiffre, ça permet vraiment de discuter. Du reste, quand je fais des estimations, mais qui ne sont pas, on va dire, agiles, en point d'effort, en jour homme, il y a souvent des développeurs ou des développeuses qui me disent « Mais Charline, moi, j'en sais rien, très clairement, je ne sais pas te dire. » Et là, je sors mes petits dés de jeu de rôle et je demande à la personne « Mais c'est sur une échelle de combien ?» Donc déjà, la personne, elle fait un tri, elle me dit « Ah sur 10 jours, une dizaine de jours. » Donc je vais choisir des dés qui vont s'apparenter à cet ordre de grandeur. Il va tirer un dé, 15, il va me dire « Charline, non, 15 jours, c'est trop peu. »
c'est trop peu. Et donc, il a tiré au sort ce jour, mais le fait de voir un chiffre lui permet d'argumenter, de dire non, c'est pas assez, parce que telle raison, telle raison. Donc, c'est tout simple, mais pour moi, en tout cas, les dés et le poker planning marchent très bien. Si vous avez des soucis de compréhension entre moi, je trouve qu'il est très puissant comme ça. Il est très puissant aussi pour d'autres choses, pour comprendre les fondamentaux agiles. Mais si vous avez des soucis de communication, de compréhension entre le PO, les développeurs et le Scrum Master, ce jeu, Origami Agile, pareil, il n'est pas de moi. C'est un jeu qui date pas d'hier, d'ailleurs. Je vois Nico qui fait oui de la tête. C'est assez puissant pour bien comprendre les spécifications, comment on reçoit ces spécifications et comment on les exécute. Donc en fait, le principe, c'est que vous avez de base 2 personnes dos à dos, un product owner, un développeur, enfin un faiseur. Et le product owner, lui, il a son origami, sa spécification d'origami qu'on voit ici. Et le développeur, lui, il ne voit rien. Et le product owner, bien sûr, doit lui dire les étapes. Bien sûr, comme on n'est pas très gentil chez les agilistes, les spécifications sont pas claires, sont pas justes et sont difficiles à mettre en place. Et donc très vite dans le jeu, en fait, les gens vont vouloir se retourner pour discuter ensemble dans un premier temps, sans voir la feuille de spécification. Et dans un dernier temps, briser un peu ce mur qu'il existe entre le PO et le faiseur en montrant. Et je trouve ça très puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fin de cet exercice, le product owner et le développeur regardent, ou la développeuse, regardent en même temps la fiche, et là, ça devient très facile. Ça devient facile, rapide. Il peut même y avoir dans les ateliers des gens qui s'entraident entre binômes. Ah bah toi, t'arrives pas, t'as pas trop compris ça, bah tiens, on va t'aider, etc. Donc vraiment avoir le même support, c'est-à-dire qu'un product owner peut bien partager ce qu'il a compris, les interactions qu'il a eues avec tout le monde pour recueillir le besoin, et ben, ce sera peut-être plus facile pour les équipes de l'aider à mettre sur papier effectivement ces spécifications. Ça, c'est juste un petit point, mais je viens de tout vous dire. Ça, c'est mon titre dont je suis trop fière. 15 minutes pour changer la donne, le daily. Souvent, ah oui, j'en profite pour vous dire que toutes les marmottes ont été générées par une IA qui s'appelle Adobe Firefly. J'ai choisi cette IA, j'ai pas pris n'importe laquelle, parce que IA, en fait, Adobe Firefly, elle se calque sur tout ce que le Adobe Stock, et elle prend pas les images pas libres de droit. Donc ça me dérangeait que les autres IA calquent sur toutes les images pas libres. Donc j'ai choisi Adobe Firefly. Donc j'avoue, c'est pas le must du must. Mais quand j'aurai assez de sous, je payerai un graphiste qui me fera plein de marmottes pour mes conférences. Je vous le promets. Du coup, souvent, en daily, ça s'empâte un peu, ça dure longtemps, on raconte un peu notre vie, on raconte des trucs qui ne sont pas forcément pertinents. Et pour ça, il y a un truc super efficace, que j'adore. Franchement, vous voulez passer de 15 minutes à 5, généralement, à part s'il y a des gros problèmes. Là, on est sur l'efficacité même, c'est-à-dire vous posez la question au daily, comment vous sentez-vous par rapport à notre capacité à atteindre cet objectif de sprint? Là, 3 réponses sont possibles. Alors la deuxième, il y a 2 réponses possibles, ça dépend comment vous avez envie d'animer, mais soit je suis content, tout va bien, on peut avancer, soit le pouce en bas, non, ça va pas, j'ai des obstacles, va falloir qu'on en parle, soit au milieu, donc là je suis mitigée, j'ai besoin un peu de clarification, mais quand même, ça va, ou sinon au milieu, j'ai rien à dire. Ça dépend comment vous avez envie d'animer ça. Donc ça, je vous ai fait un peu un listing de tous les anti-patterns du daily. Le daily report. On fait un report au management du reporting au management plus que... Je ne sais pas si vous avez vécu ça, j'imagine que oui, tristement. Un daily trop long, justement ce que je disais, ça parle beaucoup, etc.
Une réunion d'information. Alors ça peut être intéressant d'avoir des réunions d'information, mais c'est vrai que 15 minutes le matin, d'avoir qui travaille sur quel projet, comment, etc., alors qu'on est là pour envoyer du bois, ben, des fois c'est un peu compliqué. Les obstacles qui sont ignorés, pas d'objectifs clairs, donc ça on revient sur le sprint planning. De la micro-gestion, du micro-management, des conflits d'agenda. Je ne sais pas si vous avez connu ça aussi, les daily qui pourrissent. Au début, tout le monde vient, etc. Puis après, ah ben non, j'ai une autre réunion, et en fait, ça s'étiole progressivement. Comme ça s'étiole progressivement, il y a plus d'absence et il y a un manque d'engagement. Alors pour ça, pareil, il y a un outil, c'est le mien, il y a un autre outil que j'aime bien. Vous pouvez aussi faire, je ne vous en parle pas, mais du théâtre forum, si jamais vous voulez faire comprendre certaines situations avec vos équipes et que vos équipes sont capables de faire du théâtre forum, parce que bon, c'est pas donné à toutes les équipes aussi. Tout à l'heure, Johnny parlait de la sécurité psychologique, ça pareil, je le redis, c'est très important dans des équipes. Donc, le Daily Scrum from Hell, ça parcourt un peu tous les anti-patterns que je vous ai dit. Vous jouez un personnage, vous jouez un Scrum Master, un développeur, qui doit dire des choses à un moment ou qui doit faire des choses, arriver en retard, etc. Et le but à la fin de ce Daily, c'est de débriefer avec l'équipe. Bah, vous voyez, il y en a un qui a parlé trop longtemps, il y en a un qui est arrivé au téléphone, il y en a un qui est arrivé 10 minutes après, il a fait reprendre tout le monde pour bien comprendre. Ça permet vraiment, avec ce jeu-là, de s'apercevoir de ça. L'autre jeu, je l'ai créé parce que je m'apercevais qu'il y avait un manque d'écoute. En fait, vous avez des gens qui sont plantés là et ils attendent leur tour. Et je suis même pas sûre qu'ils écoutent les autres. En fait, c'est devenu tellement un automatisme de faire à tour de rôle que, bah ok, c'est au tour de Marmotte. Bah, je vais vous raconter hier, aujourd'hui. Et puis, je passerai la main à K.O. K.O. va me raconter hier, aujourd'hui. Et en fait, je l'aurais même pas écouté. Donc pour ça, j'ai fait un peu, je ne sais pas si vous avez fait du sport, une sorte de jeu éducatif. Moi, je faisais de la natation, donc on faisait un geste régulier. Il n'était pas naturel au début, donc on se concentrait sur ce geste pour bien corriger son positionnement. Ben là, c'est un peu pareil. J'ai caché un mot mystère. Chacun tire un petit papier avec un mot mystère. Et le but, c'est de s'écouter les uns et les autres pour se dire « Ah, là, ça colle pas trop, tartiflette ». Non, pourquoi il dit ça dans le daily? Voilà, c'est vraiment pour s'entraîner à écouter à nouveau. Ok. Magnifique. Alors là, j'ai l'air sereine, mais je suis méga stressée. C'est gentil. Hop. Bah, si tu veux chanter une chanson pour se préparer pour les discoach. Bon, je vais passer la première, la toute verte. C'était pour dire que j'allais vous parler de la démo. La démo, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est vraiment on a fait on a fait ce ticket-là et on a implémenté ça comme ça, ici dans le code, etc., etc., etc. Et puis, si on a de la chance, on nous dit « Ah, bah, j'ai galéré avec cette regex, ça m'a vraiment saoulé, etc. » Une quoi? Je me mets à la place du client. Une quoi? Ok. Donc souvent, on va dans la technique, bah, c'est normal, on a fait ça, on a bien travaillé, on a essayé de faire notre boulot de développeuse et développeur, mais en fait, on a tellement envie de présenter ça de manière technique qu'on oublie que en fait, le client, l'utilisateur, le partenaire, il a envie qu'on réponde à un de ses besoins. D'ailleurs, au tout début, je vous parlais des besoins. Là, c'est pareil. L'utilisateur, il ne vient pas pour qu'on lui explique que le ticket 456, il a été galère à résoudre. Il est là pour dire « Ah, ils ont répondu à ce besoin, je suis content. Ah bah tiens, on peut proposer telle amélioration, etc. » J'ai dit beaucoup de « etc. » Alors, et là, je vois un monsieur moustachu qui est tout au fond de la salle. «
avec Alex, on a créé Démoribo, où on mange des bonbons. En fait, on fait, justement, pour parcourir un peu tous les anti-patterns de la démo, et si elle a la chance d'exister, parce que pour le coup, pour moi, c'est un des événements qui est souvent chanté. Ah, la démo, on s'en fout, ou tout simplement, la démo, pas de partie prenante, enfin, on l'a fait entre nous. Moi, j'ai eu ça, hein. J'ai eu, la démo, non, c'est juste le patron et les équipes, et en fait, derrière, ça ne redescend pas. Donc, on a créé Démoribo. Je ne vais pas vous expliquer tout l'atelier parce qu'il est très long, mais encore une fois, vous aurez tous les supports sur mon blog, marmotte.blog, tout est libre. Donc en fait, le but de Démoribo, c'est de simuler une vraie démo, mais avec des brochettes de bonbons, quand même. Faut pas s'ennuyer, on ne va pas reproduire un produit, les bonbons, c'est bien plus fun. Donc on a des clients, 3 clientes d'ailleurs, un Scrum Master, un PO, des équipiers. On a tout fait, donc les Spring Goals, la roadmap, tout est préparé pour vraiment se concentrer uniquement sur la démo. C'est-à-dire, ma brochette de bonbons, elle doit avoir, peut-être dans les critères d'acceptance, 3 bonbons roses pour une cliente, 4 bonbons de couleurs différentes pour une autre cliente. Et comment on livre ça et comment, en équipe, on s'organise pour ça. Donc là, je vous ai cité un peu les anti-patterns encore, donc pas de démo, des discussions trop techniques. Souvent aussi, les équipes, elles ont un peu peur de collecter du feedback quand il y a des démos. C'est-à-dire, mon Dieu, on va nous faire un feedback négatif, on appréhende, et donc il n'y a pas de moment vraiment où on accueille ça. Oui, fatalement, l'utilisateur, il va vous dire, ça ne marche pas comme j'aimerais, etc. Mais c'est le moment. Pour moi, la démo, c'est vraiment l'illustration des 4 valeurs du manifeste agile. C'est le moment de maximiser la valeur que vous allez produire après. Vous pouvez réajuster, vous pouvez collecter du feedback qui est vraiment de l'or pour moi. Enfin, j'exagère un peu, mais presque. Un PowerPoint sans démonstration, vous avez des trucs préparés, des gens qui ne se sentent pas accueillis aussi pour la démo. Ça peut freiner l'engagement, parce que souvent on me dit aussi, mais Charline, les utilisateurs, les clients, les parties prenantes, ils ne sont pas engagés. C'est sûr que s'ils arrivent, on leur parle de regex, en plus on les accueille à l'arrache, et en plus quand on montre, ça plante tout le temps. Je pense qu'il y a un désengagement des 2 côtés. Et fatalement, la démo après passe à la trappe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la checklist. Alors moi, j'ai un côté travaillomane. Et donc, j'aime bien avoir des checklists. Mais pour le coup, là, ce n'est pas forcément quelque chose qui est en adéquation avec la première valeur, les individus et les interactions, mais là, plutôt de l'organisation personnelle pour rien oublier. Ce n'est pas parce que vous avez une checklist qu'il faut se dire « tout est bon, tout est OK, je ne discute pas avec mon collègue ». Voilà. Ça aussi, pareil, mon côté travaillomane, Alain. C'est un peu un mémo-démo. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer une démo? Comment on prépare une démo? On redit le product goal, le sprint goal, les personnes présentes. On peut redire les cas d'usage qu'on va présenter. En fait, le fait de les rédiger à nouveau va permettre de réfléchir aux équipiers et équipières. On a répondu à ce besoin. Ce cas d'usage, c'était ce besoin. C'était pas juste le développement technique, c'est qu'il y avait un vrai besoin derrière. Donc en faisant cet exercice et en disant qui le montre, parce que c'est pas au PO et Scrum Master de montrer tout le temps les développements. D'autant que pour moi, c'est un peu rendre à César ce qui appartient à César, dans le sens où c'est quand même les développeurs et les développeuses qui produisent. Et pour moi, la démo, c'est vraiment un moment où on valorise le travail des développeurs et des développeuses. Et pour moi, c'est très intéressant qu'ils prennent la parole. À la fin, et je sais que normalement, ce n'est pas forcément trop fait, mais moi, j'adore faire ça, c'est-à-dire, voilà, je discute avec tout le monde autour de la table en disant, là, il y a tel item, tel item, tel item à la suite. Est-ce que c'est toujours pertinent suite à la démo? Et je discute avec tout le monde et pas uniquement avec moi-même et les 17 personnes dans ma tête qui représentent les parties prenantes.
Je discute avec tout le monde et je leur dis, est-ce qu'on réajuste, est-ce qu'on réajuste pas, etc. Et ensuite, on planifie les actions. Donc là, je vous disais, je vais ressortir un truc du Scrum Guide, mais j'aime bien quand même le fait de maximiser la valeur. Vraiment apporter le plus de valeur. Tout à l'heure, je vous parlais de la valeur de l'équipe, comment elle va recevoir pour une transformation agile. Là, c'est maximiser la valeur du produit. Et, encore une fois, augmenter la compréhension du besoin, parce qu'avec ces moments-là, on va discuter avec les parties prenantes, avec les sponsors, avec les développeurs et les développeuses, et ça va vraiment permettre de mieux affiner et valoriser le travail effectué. Ma petite chouchoute, et pareil, Johnny on a parlé ce matin, la rétro. Pour moi, si je devais choisir le seul événement agile qui devrait rester tout le temps, c'est la rétro. C'est la rétro, pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes des équipes vont dire « Ah on a besoin de ça. On a eu ce problème-là, on peut le résoudre de telle manière. » Et en fait, ils vont s'améliorer d'eux-mêmes, ils vont apporter ce dont ils ont besoin à chaque fois. Si, par exemple... j'ai essayé d'installer une Scrum. Et en fait, au début, je suis arrivée marmotte, dogmatique. On va faire un sprint planning. OK, on va faire un sprint planning. Ils étaient bien gentils, hein, ils m'ont dit OK, on va faire un sprint planning. On n'a pas tout compris, mais on va te faire plaisir, Charline. Au bout du premier sprint planning, j'ai essayé de l'animer tant bien que mal. Ça s'est pas forcément bien passé. Ils n'ont pas compris très clairement ce qu'ils pouvaient faire, parce que pour eux, ils travaillaient en amont, ils préparaient le sprint en amont, etc. Mais ils ne se réunissaient pas vraiment, ils faisaient des petites réunions, des petites choses. C'était pas nul, c'était pas très bien, mais c'était leur façon de fonctionner. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait ce sprint planning. Bon, là j'ai dit OK, on va y aller mollo, sprint planning, on verra plus tard. Et en fait, ce qui est marrant, 3 rétros plus tard, l'équipe d'elle-même me disait « Ah Charline, on a besoin d'un moment avant le sprint pour discuter tous ensemble de ce qu'on va faire. » Et c'est rigolo parce que là où j'ai pas réussi à amener un truc avec mes gros sabots de marmotte en disant « On va faire un sprint planning », c'est l'équipe elle-même qui l'a pas appelé sprint planning, mais qui a amené ce truc-là. Et j'ai trouvé ça d'une puissance. Et en plus, ils l'ont adopté, ils sont allés plus loin, ils ont eu envie de chercher les estimations, comment prioriser mieux, etc. Et comme c'est venu de l'équipe, c'était mieux. Et en fait, pour moi, c'est ça la rétro, c'est-à-dire l'équipe se dit j'ai envie de ça, on a des problèmes de planification, on a besoin de ça, on va le mettre en place nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je trouve que la rétro, c'est puissant. Au-delà de juste des améliorations de ce type-là, vous avez aussi un moment qui est consacré à l'équipe, où souvent on se fait rattraper par le flot de travail, etc. En fait, comme c'est un moment qui est vraiment dans l'agenda, la rétro, régulière, c'est un moment qui est pour l'équipe, pour communiquer, pour faire une sorte aussi de purge de tout ce qui s'est passé, même si vous avez super bien travaillé, qu'il y a une tension positive et que vous avez livré, c'était chouette. Ça vous permet de discuter. Voilà. De discuter, de dire là, j'étais tendue à ce moment-là, pour telle raison, il faudra faire attention, etc., etc. Comme on est à Grenoble, je vais vous montrer une petite rétro, qui est la rétro des neiges, qui commence par une petite météo. Donc, si vous l'avez reconnue, c'est les météos de la santé des pistes, entre guillemets, si vous pouvez aller skier ou pas skier. Quand c'est rouge... j'allais dire c'est la dèche. Mais bon. Quand c'est rouge, c'est catastrophique. Quand c'est vert, les sensations que vous avez eues sur le sprint, c'était génial. Donc ça, c'est le premier. Et donc ça, c'est vraiment le corps de la rétro. Donc vous avez 3 grandes parties. La poudreuse. Donc la poudreuse, pour celles et ceux qui ne font pas de ski, généralement, les gens adorent skier dans la poudreuse. C'est vraiment l'éclate. Donc qu'est-ce que tu as aimé dans ce sprint, quoi ? Il y a un jargon à Grenoble, on parle de la puff, parce que c'est de la poudreuse fraîche. Donc, ce n'est pas un terme de drogué, même si je pense que des fois, ils ont des termes bizarres. La plaque de verglas. Donc, quelles sont ces petites choses qui feraient que... je me suis trompée. C'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant ce sprint ?
Donc la plaque de verglas, pareil, si vous skiez pas, vous arrivez dessus, généralement, ça vous déséquilibre. Et donc, du coup, vous avez un rééquilibrage à faire, un peu comme l'exercice de funambule de Johnny ce matin. L'exploration, donc ça, c'est un peu qu'est-ce que vous voulez faire pour le sprint suivant. Et enfin, j'ai speedé, comme d'hab. En quête de sens. Ben pour moi, là, j'ai parcouru un peu tous les événements. Mais pour moi, il faut savoir se questionner. Se questionner, se re-questionner sur... Ok. Se questionner, se re-questionner. Et souvent, je reviens sur le daily. Souvent, je vois des gens, pareil, qui s'emballent et qui parlent de leur vie, de leur sandwich à la paella qu'ils ont mangé la veille. Enfin bon. Du coup, je leur dis, mais pourquoi vous faites ça aujourd'hui? En fait, pourquoi vous infligez le sandwich à la paella de Mario? Franchement, voilà. Et là, on me dit, bah, Charline, le daily, on l'a toujours fait. Déjà, on a toujours mis 15 minutes. Voilà. Mais on sait pas, c'est 15 minutes, mais on ne sait pas d'où ça vient, ces 15 minutes. Et bah, c'est notre chef qui nous a dit ça. Et on a toujours fait comme ça. Alors, cette phrase, je l'adore. On a toujours fait comme ça. Et là, du coup, je me dis, ah, un petit cargo qui traîne. Donc, le cargo cult, c'est vraiment de faire des choses dont on a perdu le sens. On fait des mouvements réguliers, des choses régulières, sans se poser de questions. On le fait, on l'a toujours fait, et on le fera. Ça me fait penser à une petite histoire. Raconte-nous une histoire, Mère Marmotte. Raconte-nous 2 histoires. Pour la comédie musicale, je ne chanterai pas plus juste, alors ne vous moquez pas. Voilà, c'est fini. C'est très long pour moi, en fait. Vous imaginez pas de m'entendre 10 secondes, c'est une catastrophe. Ça me fait penser, en fait, ce cargo à à un théorème, mais qui est de l'ordre d'une fable, le théorème du singe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous, mais en fait, c'est l'histoire d'une expérience de chimpanzés qui sont mis dans une pièce où se situe une échelle. En haut de cette échelle, il y a des bananes. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les singes? Bah oui, ils ont la dalle. Ils vont monter à l'échelle. Mais là, douche froide. Mais la douche sacrément froide qui leur qui leur passe l'envie de revenir sur l'échelle. Donc la douche a été tellement violente pour eux qu'ils ne veulent plus. Ça, on est sûr, ils ne veulent plus retourner sur l'échelle. On s'en fout que la douche soit activée ou désactivée. Ensuite, on remplace un des chimpanzés par un nouveau chimpanzé. Ce chimpanzé va vouloir, bien sûr, quand il aura la dalle, monter en haut de l'échelle. Sauf que il va arriver, et là, il va se faire rouer de coups violemment par les autres chimpanzés. Et ça, ainsi de suite. Et à la fin, vous imaginez bien, plus aucun chimpanzé ne monte à l'échelle. Et pour autant, on ne sait pas s'il y a toujours cette douche froide ou pas. Donc, ils mettent en application ce truc, cette règle, sans savoir s'il y a cette douche ou pas. Donc, en fait, le groupe maintient cette règle, sans savoir pourquoi, et parce que c'est une habitude collective. C'est pour ça que je vous dis de vous poser des questions, de re-questionner à chaque fois. D'ailleurs, à ce qui paraît, si on pose la question « Pourquoi ?» 5 fois d'affilée, eh ben, on a une réponse à un problème caché. Pareil, ça fait partie de ma boîte à outils que j'adore, les 5 pourquoi. Je vais vous reciter un exemple que j'ai eu, pas forcément le plus pertinent, mais en tout cas c'est celui qui m'est venu en tête assez rapidement. Donc c'est une équipe qui me dit les items, Charline, ils n'ont pas tous été faits, du coup on va allonger les sprints. Calmos, je ne suis pas contre allonger les sprints, mais c'est quoi votre problème? Et pourquoi tous les items n'ont pas été réalisés? Eh bien, Charline, les tâches, elles nous ont pris du temps, plus de temps que prévu. Pourquoi ces tâches vous ont pris du temps? Les équipiers ont dû résoudre des bugs qu'on n'avait pas prévus. Bon, généralement, les bugs, ce n'est pas prévu, mais
Il y en avait plus que d'habitude. Pourquoi y avait-il plus de bugs? Le code livré contenait des erreurs non détectées pendant les phases de test. Pourquoi les erreurs n'ont-elles pas été détectées? Parce qu'on n'a pas mis à jour les tests automatisés. Et enfin, pourquoi ils n'étaient pas à jour? Il y avait d'autres priorités, Charline, on n'a pas mis ça dans les priorités. Donc en fait, là, la problématique, c'est pas qu'il y a trop d'items, c'est que on avait trop de bugs. Les tests automatisés n'étaient pas mis à jour, etc. Une des solutions dans ce cas-là, et vous voyez qu'en creusant, on peut arriver à des solutions qui sont plus pertinentes, c'est peut-être se dire dans la définition of done, avant de valider un item, ok, on est sûr que les tests auto, ils sont mis à jour. Et j'aimerais conclure sur ça, du coup, parce que avoir des doutes, se re-questionner, questionner, c'est un peu notre métier de coach agile, de Scrum Master, même de PO, d'équipier, se dire, ok, pourquoi on fait ça et comment on avance ensemble. Et des fois, c'est pertinent. On a mis en place des choses il y a 15 ans ou il y a 3 mois, et aujourd'hui, c'est plus pertinent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. 0 question. Oui. Tu veux le... Ah, mais en fait, c'est pour ça que tu voulais la question. Ah, je suis vraiment pas marrante. Hein. Je suis pas sûre que ce soit très fonctionnel. Ouais, là, ça marche. Ok. Déjà, tu as taclé tes marmottes. Moi, je les trouve très très bien. Elle est très jolie, ta présentation. Et moi, je voulais revenir sur l'outil, le 2020. Ouais. Je suis pas sûr de l'avoir super saisi et j'aimerais bien en savoir plus. Je suis passée très rapidement dessus, effectivement. Je vais essayer de retrouver la diapo, mais je vois rien sur ces trucs. 2020. Et merci pour la présentation. Avec plaisir. Mon coffre qui marche pas. Donc là, non. Je suis désolée, en fait, sur mes slides, je vois pas les... Donc je recherche la... Ah voilà, on va arriver. Mais je crois que je l'ai fait planter. Ah non, c'est bon. Donc en fait, la vision 2020, tu vas avoir l'atelier. Si tu veux, je peux même te décrire l'atelier en lui-même. Tu as toute une liste d'items de ton backlog, mais qui n'est pas forcément dans l'ordre. Tu as toutes tes parties prenantes, les personnes qui vont prendre en compte cette vision. Et en fait, tu joues comme à un jeu de cartes. Chaque personne tire au fur et à mesure une carte qui représente un item et le place sur une échelle priorisée. Et en fait, au fur et à mesure, quand on va se passer la parole, une autre personne va tirer une autre carte, va se dire est-ce que c'est plus important ou est-ce que c'est moins important? Et voilà, je priorise. Et en fait, l'atelier en lui-même se fait en silence dans un premier temps. Et ensuite, sur la fin, il y a vraiment une discussion. Dans cet atelier, il n'y a pas uniquement de se dire plus, moins. Tu peux aussi te dire à un moment, je ne tire pas de nouvel item, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec la priorisation qu'il existe. Donc du coup, je réajuste et je la mets là où je pense être la plus prioritaire. Ou moins prioritaire. Très clair, merci. Test, ok. C'est quoi Est-ce qu'il y a un nouvel outil que tu es en train d'ajouter à ta boîte à outils qui n'est pas encore assez mature pour que tu le présentes? Oui, il y en a. Alors, il y en a des milliards. Faut imaginer que j'ai toujours plein de questions, plein d'idées à la con dans ma tête qui pop à la journée. Oui, de bonnes idées. Il y a la rétro des bulles de Grenoble que je voulais vous faire pour aujourd'hui, mais que j'ai clairement pas le temps. J'ai un autre outil pour lequel est vraiment en maturation, c'est comment on met en place l'agilité
au sein d'un foyer, donc dans le milieu, le milieu perso, mais vraiment sur une réflexion de définition of done. J'ai vu que par exemple au sein d'un foyer, on n'a pas tous la même exigence. On a, par exemple, sur le ménage, la poussière, combien de fois par semaine, sur quel truc, etc. Et je me suis dit que l'agilité, en fait, pourrait vraiment être au service de ça, et notamment aussi des inégalités pour rendre visibles les tâches invisibles. Et je suis vraiment en train de réfléchir à ce truc. Mais pour moi, c'est début 2025 que ça va sortir. Oui, dans une coloc aussi, tout à fait. Mais le but, c'est vraiment de rendre visible ça et qu'il y ait moins de tension, même dans une coloc. J'ai vécu dans une coloc, tu as des gens qui font la vaisselle pas aussi souvent que toi, ça te tend, et toi, à l'inverse, ça se trouve, tu restes jusqu'à minuit sur ton PC, ça fait du bruit, ça l'énerve. Enfin, voilà. Je sais pas si pour le ménage, j'ai une super retour, c'est qu'on est 2 à faire le ménage plutôt régulièrement et 1 plutôt ponctuellement. En fait, ça fait du coup un appart tout le temps propre. Ouais. Il y avait là-bas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, il y a... la dernière question, et puis après, on stoppe. Je suis désolée. Ça marche. J'avais une question justement sur la vision 2020. Est-ce que tu mets en place d'abord des règles de priorisation? Parce qu'en fait, si tout le monde le fait au niveau de son ressenti, j'ai du mal à voir, sauf sur un timeline, tu vois, enfin un peu comme sur la base d'un timeline où tu vas jauger, mais je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir... Alors moi, ce que je trouve intéressant justement dans la vision 2020, c'est que tu fais discuter les gens autour. Et donc du coup, il y a un peu chacun qui défend son bout de gras en disant « mais moi je suis de la cyber, vous n'avez pas pris en compte ça, etc. » Et il y a cette vision qui se crée au fur et à mesure de l'atelier 2020. Après, pour moi, il y a d'autres ateliers où tu crées une vraie vision, une vraie direction, en disant nous, la valeur, c'est commercial, en fait, ou c'est éthique. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter, répondre aux exigences sociétales de la société. Mais ça, tu le fixes au début. Et effectivement, par contre, pour moi, il y a d'autres techniques qui répondent plus à ça. Là, pour moi, le but de la vision 2020, c'est de discuter tous ensemble et de se dire ok, moi je suis expert ça, moi je suis organisateur de ça et j'ai besoin de ça, et comment ensemble on tend vers la même vision. Ouais, on va vers un consensus mais sans critères établis en amont. D'accord, ok, merci. C'est bon, je crois que j'ai dépassé le temps. Ouais. Merci tout le monde. Je suis désolée. Non, c'est moi. On n'a pas entendu les clochettes après.